Oui, ça fait partie clairement des enjeux. Tous les candidats en parlent. Après, il y a des postures, après, il peut y avoir des problèmes de cohérence. Moi, j'ai été assez marqué, voire choqué par le conseil municipal de l'été dernier, où à la fois on commence le conseil municipal par une motion pour la suppression du plastique à Bordeaux, ce qui est une très bonne chose, et on le finit par une ode à l'ouverture d'un grand hypermarché en périphérie. Alors qu'on sait bien que les hypermarchés, en termes écologiques, mais aussi sociaux, ne sont pas vertueux. Quelques jours après, l'exécutif municipal vote à la métropole la prolongation de l'incinérateur de ce nom, et on sait bien que l'incinération est tout sauf vertueuse, parce que c'est plutôt une incitation à la production de déchets. Donc l'idée, c'est pas juste de mettre en avant 2-3 mesures qui en général sont pertinentes. L'idée, c'est de voir comment on fait basculer la ville et la métropole, parce que nous sommes en permanence rattrapés par l'urgence climatique. Cet été, c'était les canicules dont on n'avait pas l'habitude à Bordeaux. Et cet hiver, c'est les inondations dont on n'a pas l'habitude en France, y compris avec des drames humains. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, candidat à la municipale de Bordeaux, et je vais même au-delà, puisque c'est aussi la métropole, l'enjeu? Moi, j'ai pas mal réfléchi sur ce que j'ai pu faire en étant maire de Blanquefort, en étant président de la CUP qui maintenant s'appelle Métropole, en ayant vu ce qui se passait à l'Élysée. Je me rends compte que tout le monde est sensible à la cause écologique, mais que finalement, on a du mal à réorienter nos grandes politiques publiques. Donc c'est pour ça qu'on a une mesure phare, pas beaucoup, mais une seule, qui est un grand emprunt vert d'1 milliard d'euros. Parce que notre idée, c'est la suivante. D'une part, villes et métropoles ne sont pas trop endettées. D'autre part, les taux d'intérêt sont très faibles. Et surtout, si on investit tous ces crédits publics, ça va obliger l'ensemble des services de la ville et de la métropole s'aligner sur la question de l'isolation thermique, sur la question des circuits courts en termes d'alimentaire, sur la question du moindre gaspillage de l'eau, parce qu'on sait bien qu'on a beaucoup de problèmes de ressources en eau, sur la question d'une autre manière de circuler. Donc ça, c'est notre grande mesure. Et après, sur les problématiques d'emploi, de logement, de déplacement, à chaque fois, la question écologique est présente. Vous parliez des inondations, et il y a quelques années à Bordeaux, on a creusé pour éviter ces inondations, ça marche plutôt pas mal. Vous croyez qu'on peut être épargné dans les années à venir des inondations comme on voit actuellement dans le sud? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses à faire. Il y a à la fois prévenir et réagir. Prévenir, on sait bien qu'une des causes des inondations, c'est bien sûr les perturbations climatiques, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Quand l'eau tombe et que vous avez que des routes goudronnées, que des lotissements, les eaux ruissellent et après il faut des réservoirs de très grande capacité. Donc c'est bien pour ça que nous on a aussi en tête le verdissement de la ville, une manière de construire autrement et un moratoire sur les grandes opérations d'aménagement. Puis il faut aussi réagir aux crues qu'on peut avoir. On se souvient des inondations pas si vieilles que ça, notamment à Saint-Lô-de-Montferrand. On a eu les grandes inondations à Bordeaux il y a quelques années, 1 mètre d'eau, rue Judaïque, les gens qui se baladaient en barque dans le centre-ville. Mais ça, il faut mettre en place ce qu'on appelle le plan de protection du risque inondation, le PPRI, sous la houlette de l'État, avec un système de digue, mais aussi avec des réflexions qu'on doit avoir sur où est-ce qu'on continue à construire en ville ou en périphérie. Est-ce qu'on doit continuer à construire juste à proximité de la Garonne? Je pense notamment aux opérations Brazza, Bastille-Miel, Euratlantique, ou est-ce qu'il faut qu'on rééquilibre la construction au sein de la ville et de la métropole, mais surtout du territoire, parce qu'on a des communes périphériques qui ont un potentiel intéressant, qui ont des commerces qui sont non utilisés, qui ont des bâtiments qui peuvent être valorisés et qui peuvent être desservis par le TER que nous on veut transformer en RER métropolitain. On en parlera bien sûr dans votre plan transport mobilité. Plus d'espace vert, plus d'arbres aussi dans votre projet ou pas du tout? Non, bien sûr, plus d'espace vert et plus d'arbres, mais deux réflexions. D'une part, à un moment, il ne faut pas avoir non plus de course à l'échalote sur combien d'arbres on va planter et tout. Et d'autre part, c'est quelle est la conception de la ville. Aujourd'hui, quand on regarde le plan dit canopé de la ville,
Les arbres qui vont être plantés, c'est toujours en périphérie. C'est vers le parc bordelais, c'est dans les nouvelles opérations. Nous, on a une conception différente. Il faut lutter contre les îlots de chaleur en hypercentre. Ça, la ville ne le fait pas du tout. Vous avez par exemple justement l'exemple de l'aménagement de la place Saint-Michel, qui est un aménagement récent. Aucun arbre planté. Et nous, on a une mesure assez structurante qui est la suppression progressive du stationnement de surface. Il pourra y avoir encore des parkings, mais que du parking collectif. Le stationnement de surface ne sera que pour l'autopartage. Et là, ça nous permet de regagner des mètres carrés sur l'espace public, notamment pour planter. Donc des arbres partout en ville et pas juste en périphérie. Déjà, c'est une espèce d'oxymore. D'autoroute pour les vélos, autoroute c'est fait pour les automobiles. Non, ce qui est sûr, c'est que il faut avoir ce qu'on appelle une chaîne de la mobilité, transport doux, donc piéton-vélo, plutôt dans l'hypercentre. C'est bien pour ça qu'on veut interdire le stationnement de surface pour regagner des espaces pour les pistes cyclables. On n'est pas très loin de la rue du Mirail, où il y a eu un certain nombre de problèmes. Imaginez la rue du Mirail sans les places de stationnement. Il y a un bel espace pour mettre une piste cyclable. Donc ça, c'est dans l'hypercentre. Les gens doivent pouvoir circuler tranquillement, aisément. Il faudra aussi réguler ce qu'on appelle le free floating. Je veux dire, vous voyez que dans des villes comme Nantes, par exemple, ils ont interdit le free floating privé parce que c'est source de désordre et c'est surtout utilisé par un certain nombre de touristes. Donc ça, c'est les transports doux dans l'hypercentre. Il faudra bien sûr des espèces de pénétrantes à vélo, une espèce de réseau express pour le vélo, ce qu'on a appelé il y a quelques années à la métropole le rêve. Donc ça, c'est les transports doux. Après, il y a la question des transports collectifs, pour lesquels nous, on a une position très claire. On pense que les extensions de tramway de plus en plus loin en périphérie ne sont plus la bonne solution. C'est terminé. Vous arrêtez tout. Pour nous, on va jusqu'au bout de la construction du tramway, bien sûr, sur la ligne D, qui est en cours, sur l'aéroport de Mérignac, parce qu'il y a un vrai enjeu. Après, pour nous, c'est clairement pas une priorité, c'est même presque contre-productif. Et nous, on a deux priorités. Première priorité est ce qu'on appelle le RER métropolitain. Tous les candidats en parlent. Tout le monde semble d'accord là-dessus. Oui, mais sauf qu'à un moment, il faut faire des choix. Il faut mettre des crédits budgétaires. Le RER métropolitain, l'idée elle est simple. C'est globalement dire on a 18 gares sur la métropole bordelaise. Pour traverser toute la métropole bordelaise, on met entre 25 et 30 minutes. La capacité d'un TER, c'est 3 fois la capacité d'un tramway. Donc si on fait un TER, un RER métropolitain tous les quarts d'heure, ça fait globalement l'équivalent d'un tramway toutes les 5 minutes. Et là, on peut relier la rive droite et la rive gauche. Sauf qu'il faut mettre de l'argent. Le coût du RER métropolitain, avec les aménagements, en gros, c'est entre 800 et 900 millions d'euros. Il faudra que la métropole participe sur les infrastructures, mais participe aussi fortement sur les déficits. Et je veux bien que tous les candidats en parlent. Nicolas Florian, qui est vice-président de la métropole, aujourd'hui, le dossier, il y a des frictions fortes avec la région qui dit mais c'est du transport urbain, donc c'est plutôt la métropole. Donc il y a ceux qui disent et ceux qui font. Là, il y a un maire qui est en place qui dit et qui fait peu. Donc ça, c'est la première priorité, le RER métropolitain. Seconde priorité, c'est de dire on a une saturation de notre réseau de tramway. Et d'où vient cette saturation? Cette saturation vient notamment du fait que toutes les lignes, les 3 lignes et bientôt les 4 lignes, convergent dans le centre-ville. Et donc nous, on propose de rajouter des petits barreaux. Ils ont fait ça il y a quelques années à Strasbourg et ça a beaucoup allégé la pression. Et on propose 3 petits barreaux plutôt dans Bordeaux, parce que c'est là que la densité est la plus importante. Un premier barreau entre la place de la Victoire et la gare Saint-Jean, 1,2 km par le cours de la Marne, et comme ça, quand vous sortez de la gare Saint-Jean, vous pouvez prendre ou la ligne C ou la ligne B. Vous êtes un étudiant, vous avez pris le RER métropolitain, puis après vous prenez la ligne B par le cours de la Marne et vous allez sur le campus. C'est extrêmement pratique. Ça, c'est le premier barreau. Deuxième barreau, c'était prévu il y a quelques années, mais malheureusement Alain Juppé a abandonné en cours de route. C'est entre la gare de Senon-Pont-Rouge et la place Ravzy.
vous passez par Brazza, vous passez par la rue de la Jaunie, vous passez par le pont Chabandelmas qui a été conçu pour, vous passez par la rue Louis Saffort où il y a 2 voies au milieu pour le tramway et après vous tournez à gauche la Tulle pour aller à la Ravzi. Et donc ça permet aussi d'alléger considérablement le trafic entre la rive droite et la rive gauche et de ne pas tout concentrer dans le centre-ville. Troisième petit barreau qui est peut-être moins marquant, qui est un moment de boucler la ligne C avec la ligne B du côté de la route de la Galère vers le Grand Stade. Et tout ça, ça permettra d'alléger. Donc transport doux, transport collectif, puis ensuite il y a bien sûr la question de la circulation automobile et des poids lourds. La rocade, c'est certainement le dossier le plus compliqué à gérer parce que la rocade, c'est l'État qui gère. Vous n'avez pas de possibilité de faire tout et n'importe quoi. Non, on n'a pas possibilité de faire tout et n'importe quoi, mais dans la mesure où on finance à 50% l'extension de la rocade, on a clairement notre mot à dire. On a aussi des priorités à faire. Par exemple, il y a quelques années, la priorité, ça a été d'améliorer l'accès au Grand Stade. C'est une bonne chose. Je pense que l'amélioration de l'accès aux zones d'activité aurait été une meilleure chose. Donc nous, sur la rocade, on fait un double constat. Premier constat, ça fait 50 ans, un demi-siècle. On parle du grand contournement. On n'est pas sûr qu'un jour, le grand contournement puisse se faire. Second constat, on a regardé attentivement la circulation sur la rocade et qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de gens circulent seuls dans leur véhicule. Quand vous prenez 5 véhicules, vous avez un peu plus de 6 personnes transportées. C'est-à-dire qu'il y a 4 véhicules où les personnes sont seules et un véhicule où il y a 2 ou 3 personnes. D'autre part, on a vu que les poids lourds sont aussi une raison de l'engorgement. Et c'est pour ça qu'on utilise à dessein un gros mot. Le gros mot, c'est péage urbain. Vous êtes le seul à en parler. Bien sûr, parce que je suis le seul à être assez pragmatique, assez courageux et assez réaliste. Les autres, ils préfèrent faire des effets d'annonce qui ne se concrétiseront pas. Pourquoi je dis pragmatique, réaliste et courageux? Parce que je regarde ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Stockholm, ce qui s'est passé à Copenhague, ce qui s'est passé à Singapour, même si c'est plus éloigné. Et le péage urbain diminue la circulation de 15 à 20%. C'est ça qui peut nous permettre de fluidifier la rocade. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on rentre dans le détail, que le péage urbain ne soit pas un effet d'éviction supplémentaire pour les gens qui habitent à 30, 40 ou 50 km, que le péage urbain ne soit pas pénalisant, par exemple, pour des aides-soignantes ou des artisans qui ont forcément l'usage de leur voiture, que le péage urbain, en revanche, soit discriminant pour les gens qui voyagent seuls dans leur voiture ou hyper pénalisant pour les poids lourds qui seront là aux heures de pointe. Mais on pense qu'il faut réguler la circulation automobile plutôt que d'avoir une fuite en avant sur de nouveaux tuyaux qui n'ont pas d'efficacité. Ce débat a émergé par rapport à la dernière campagne municipale. Il a émergé pour des raisons nationales. Je veux dire, on est après les attentats de 2015, on est dans un contexte plutôt angoissant, donc les Bordelaises et Bordelais sont aussi des Françaises et des Français, donc ils lisent les actualités. Mais il a aussi émergé parce que les choses ont évolué à Bordeaux. Elles ont évolué parce qu'il y a eu des phénomènes assez graves. On n'est pas très loin de la place Saint-Projet où un jeune homme a été poignardé il y a quelques mois. On n'est pas très loin du quartier Saint-Michel où il y a eu une voiture de police qui a été caillassée et les policiers n'ont pas pu faire leur métier. Donc il y a eu une sorte de dégradation avec des faits très médiatisés. Puis il y a toute l'insécurité du quotidien. Les vols de téléphone portable, les cambriolages, les choses comme ça qui, eux, ont très fortement progressé ces derniers mois. Donc bien sûr, nous ne sommes pas à Marseille, nous ne sommes pas à Chicago, comme on dit. En revanche, on est dans une ville qui, en matière d'insécurité, comme en matière de circulation, de logement, il y a une espèce d'emballement, et de dégradation des conditions. Et donc là aussi, il faut que la municipalité et la métropole soient présentes pour répondre à ces nouveaux enjeux du quotidien. Plus de policiers, c'est ça? Plus de policiers et une meilleure coordination. C'est-à-dire on a changé de dimension. On n'est plus la ville de province qu'on était il y a quelques années. On est maintenant ce qu'on appelle une métropole avec des aspects positifs, on est attractif, mais des aspects négatifs.
tout va un peu plus vite, voire trop vite. Donc nous, ce qu'on propose, c'est 3 choses. Première chose, d'une part, la sécurité, il n'y a personne qui a la réponse seule. D'une part, il faut mieux associer la population, il faut mieux consolider les acteurs de proximité et notamment les clubs de prévention. Il faut donner plus de moyens à la police nationale. Il faut que le partenariat soit plus fort, police nationale, police municipale. Il faut que la justice soit présente. Donc il faut que toute cette chaîne fonctionne bien au quotidien. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, il faut que la police municipale ait plus de moyens. On regarde ce qui s'est fait dans les autres grandes métropoles. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours, très intéressante, sur les effectifs des polices municipales. Et en fait, par rapport aux grandes villes, nous sommes plutôt en retard. Il y a 2 autres villes qui ont moins de policiers municipaux que nous rapportés à la population, c'est Rennes et Nantes. Mais on est en retard par rapport à Toulouse, par rapport à Montpellier, par rapport à Lyon, et bien sûr par rapport à Strasbourg, Lille et tout. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui la ville de Bordeaux a les moyens d'avoir plus de policiers municipaux et surtout leur donner les moyens, l'envie d'être policier municipal? À un moment, il faudra qu'on fasse des arbitrages dans notre budget. Où est-ce qu'on met des priorités? Où est-ce qu'on fait en sorte que les gens aient envie de venir travailler à Bordeaux? Parce qu'on sait que les policiers municipaux ne veulent pas forcément venir ici, à la fois pour des questions de prix, mais surtout parce que le coût du logement est très élevé. Donc il faudra aussi qu'on réfléchisse à des espèces de servitudes qui font que les gens pourront être logés par la municipalité. Ça, c'est le deuxième aspect, plus de moyens. Troisième aspect, c'est une philosophie globale que l'on a. Nous, on considère que le quartier est le bon niveau de réponse pour plein de choses. On veut décentraliser le budget municipal et sur l'organisation de la police municipale, on pense qu'il faut organiser les choses au niveau des quartiers. Ça veut dire mairie de quartier, commissariat de quartier? Oui, ça veut dire quasiment un commissariat municipal de quartier. Un retour à la police de proximité. Exactement, puisque la police de proximité a disparu il y a un peu plus de 10 ans. C'était une volonté à l'époque de Nicolas Sarkozy, puis après il y a eu une baisse des moyens, puis après il y a eu les attentats, il y a eu la cybercriminalité, il y a eu les manifestations qui se sont durcies. Donc clairement, la police nationale aujourd'hui est devenue une police d'intervention et de répression, et n'est pratiquement plus une police de proximité. Donc nous, la police municipale doit être la police de proximité il y a quelques années, ancrée dans les 8 quartiers, avec des lieux symboliques où les gens pourront venir discuter, se plaindre, porter plainte d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a des commissariats qui existent au niveau de la police nationale. On est juste à côté de la rue du Loup. C'est qu'il y a un commissariat rue du Loup, et comme celui d'Isobier, comme celui des Capucins, ils sont pratiquement tout le temps fermés. Nous, au contraire, on a une vision, une police municipale ouverte 24 heures sur 24, ancrée dans les territoires, proche, connaissant le tissu, connaissant la difficulté d'un tel ou d'une telle. Et donc ça, c'est la vision qu'on a de la lutte contre l'insécurité. Oui, c'est une vraie difficulté. Oui, il faudra mettre des moyens. Oui, il faudra mieux travailler avec la police nationale. Et oui, il faudra peut-être résoudre aussi les questions à l'échelle métropolitaine, parce qu'on sait bien que les quelques bandes organisées, les délinquants ne s'arrêtent pas à la frontière de Bordeaux. L'armement, vous y êtes pour ou contre? En peu de mots, puisqu'on est au terme de cette... Ça n'a aucun sens de dire oui, non. C'est quelle est la conception globale que l'on a de la chaîne de sécurité, et là-dedans, on y répond. Et comme je dis, moi, je n'ai ni tabou sur la question de l'armement, ni fascination. Je ne joue pas non plus aux cow-boys et aux indiens, je ne joue pas non plus aux policiers, aux cambrioleurs. J'ai une approche pragmatique et carrée des choses. Vous savez, quand M6 a revendu le Club des Girondins, il y a un peu plus d'1 an, je faisais partie des élus qui ont alerté en disant attention, le montage qui nous est proposé est un montage très particulier. Il y a quelqu'un tout sourire qui est devant, Monsieur Dagrosa, avec GACP, mais la réalité c'est qu'ils ont moins de 15% du capital. Et derrière, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle King Street. Et les garanties que l'on a, c'est les garanties de GACP, et ce n'est pas les garanties de King Street qui sera probablement plus gourmand. Et malheureusement,
j'invite tout le monde à relire les 2 courriers que j'ai faits à l'époque. Ils sont totalement prémonitoires. Et au bout d'un an, les résultats sont plutôt assez bons. Les relations entre les supporters et le club et King Street sont assez mauvaises, alors qu'on a honnêtement des supporters qui sont plutôt bienveillants, qui ne sont pas du tout violents, qui sont attachés au club, et c'est un peu du gâchis. Et on a cet actionnaire hyper majoritaire qui est en train de vouloir faire sortir l'actionnaire minoritaire, ce qui va poser des problèmes d'une part pour la gouvernance du club, puis ensuite qui peut déstabiliser et mettre la pression sur la ville et la métropole, parce que vous savez que le Grand Stade a été fait via un partenariat public-privé et que ce partenariat public-privé repose notamment sur le paiement d'un loyer auprès de SBA, ceux qui gèrent le Grand Stade, à 3,7 millions par an, plus un coût d'utilisation de la pelouse. Et on voit bien que si un actionnaire totalement financier arrive, il va vouloir renégocier les choses et que si ça ne se passe pas bien, bah ça sera la métropole et la ville qui seront en première ligne. Et on a connu ça il y a quelques années dans l'histoire de Bordeaux. C'est un dossier qui va s'inviter dans la campagne municipale, vous pensez ? C'est un dossier qui est déjà présent dans la campagne municipale suite aux différents papiers qui ont été faits par Sud-Ouest la semaine dernière et suite à la pression forte mise par les supporters. Venons-en à l'emploi. Bordeaux a de plus en plus de gens qui arrivent de Paris, qui veulent s'installer. Alors ça va avec le logement, mais ils viennent aussi peut-être pour y travailler. Est-ce qu'on a une surface suffisamment importante pour accueillir tous ces gens ? Je mets des guillemets sur accueillir tous ces gens. Oui. On n'est pas dans l'immigration. Bon, ce qui est sûr, c'est que... Est-ce qu'on doit continuer à grandir ? C'est tout. Oui, mais ça c'est aussi simple. Ça c'est un peu le débat qui est au cœur de la campagne. Moi, il y a quelques années, quand je présidais la communauté urbaine de Bordeaux, qui est devenue métropole, j'étais très, il faut grandir, il faut devenir plus compétitif. C'est pour ça qu'on a fait les grands équipements, qu'on s'est battu pour la LGV, qu'on a fait de franchissement, un concrétisé le pont Chaban, malheureusement en devenir, le pont Simone Veil. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, ou quelques semaines avant 2020, et le sentiment qu'on a, c'est que globalement, il faut un peu calmer les choses, un peu consolider. La marque de fabrique de Bordeaux, c'est sa qualité de vie. Et si ça va trop vite, à un moment, cette qualité de vie va se dégrader. Et donc, nous, on est sur l'apaisement, la consolidation, le rééquilibrage avec certains quartiers et le rééquilibrage avec d'autres territoires. On ne va pas pouvoir tout réguler. Les Bordelaises et Bordelais font des enfants, c'est une très bonne chose. Les gens veulent venir s'implanter en Gironde, on ne va pas mettre des barrières à l'extérieur du département. Mais n'empêche qu'on a le sentiment qu'on doit calmer et apaiser. Alors pour répondre à votre question sur l'emploi, une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, on crée pas mal d'emplois sur la métropole, entre 10 et 15 000 ces dernières années, c'est une très bonne chose. Mais on a 2 difficultés. La première difficulté, c'est que les emplois que l'on crée, c'est plutôt des emplois dans le commerce, des emplois dans la restauration, des emplois avec une qualification pas si importante que cela. Et les gens qui viennent de l'extérieur, les fameux Parisiens, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, eux, c'est plutôt des gens qui aspirent à des postes, de cadre. Et là, on a un peu un déséquilibrage entre les deux, et il faut qu'on continue à monter en compétences, qu'on monte en puissance. On l'a fait sur le numérique, on l'a fait sur l'aéronautique, il faut qu'on le fasse sur l'université, qu'on le fasse sur la recherche, qu'on le fasse sur la santé, qu'on le fasse sur un certain nombre de choses comme ça. Donc ça, c'est un premier objectif. Après, on a un second objectif, c'est que quand on regarde les grands chiffres, la métropole, c'est à peu près la moitié de la population de la Gironde. Les emplois se créent, sont localisés aux 2/3 dans la métropole, donc c'est-à-dire que les gens doivent prendre leur voiture pour venir travailler. Et ces dernières années, 80% des emplois créés, 85% c'est pas rien, ont été créés à l'intérieur de la métropole. Et donc c'est pour ça qu'on veut aussi essayer de rééquilibrer territorialement au profit de Libourne, Blaye, Castelnau, Langon. On sait que ça ne va pas être simple, mais en articulant le RER métropolitain avec les questions d'emploi, les questions de logement, les questions de services, il y a un beau défi
à surmonter. Un petit mot sur l'éducation. Alors c'est les petits au niveau de la ville. Qu'est-ce que vous avez envie de faire justement? Il faut construire d'autres écoles, il faut améliorer les services, il faut... J'allais dire, il y a 3 choses qu'il faut faire. D'une part, il faut répondre aux besoins. La ville a grandi et on manque d'équipements collectifs. On manque d'écoles, on manque de stades, on manque de piscines. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même si ce n'est pas la compétence première de la ville, on voit bien quand même qu'on intervient beaucoup dans les éducations, dans les écoles, avec les ATSEM, avec la cantine scolaire, avec le périscolaire, et il faut que Bordeaux soit un peu exemplaire par rapport à tout ce qui est dans l'air du temps, sur le numérique, sur l'éducation inversée, sur le développement durable, sur l'apprentissage des autres langues. Donc ça, il faut qu'on soit très très présent. Troisième chose, c'est un combat que je mènerai. Les associations manquent beaucoup de locaux. Les Fab Labs manquent beaucoup de locaux. Or, on a beaucoup de ressources scolaires, maternelles, primaires, collèges, lycées. Et la ville de demain, telle que je la conçois, c'est peut-être moins construire sans cesse, avec une qualité dégradée, et plutôt mieux utiliser, mieux mutualiser la centaine d'écoles qui existent. Moi, j'aimerais citer cet exemple. Cet été, il y a un lycée privé, Notre-Dame, qui a décidé de mettre à disposition son internat. L'internat, lui, l'été, il n'était pas utilisé. Ils ont fait un partenariat avec une association qui s'appelle Solia, et l'internat, inutilisé l'été, est devenu une auberge de jeunesse avec un réel succès. Et donc, c'est un peu ça qu'on veut faire. Mieux utiliser les ressources pour moins gaspiller. On n'est pas très loin du cours Alsace-Lorraine, où Aquitanis, par exemple, a eu une expérience très intéressante. Un bâtiment utilisé provisoirement pour des associations, des acteurs culturels et tout, et il faut faire ça. Il y a eu une expérience là, pour le coup qui a été portée par la ville qui était pas mal. L'hôtel de Ragno, où il y avait les archives municipales, là aussi dans la rue du Loup, pas loin, qui a été utilisé au moment de la saison culturelle. Et donc, il faut qu'on arrête de construire dans tous les sens. Il faut qu'on arrête d'avoir la fascination des grandes opérations et il faut qu'on apprenne à mieux utiliser les ressources que l'on a. Le temps des partis, le temps de la tactique politique est derrière nous. Si on fait un peu de tactique politique, on se rend compte que ça va être très compliqué, si on est une entrée par parti, de gouverner la métropole. Parce que vous allez avoir 4 blocs. Les socialistes qui continuent à être présents, pratiquement la moitié des communes, plutôt des petites communes, les écologistes qui montent en puissance, En Marche qui fait son entrée sur la scène politique, et la droite classique. Personne n'aura de majorité absolue. Donc c'est bien pour ça que nous, ce qu'on a en tête, c'est ce qu'on appelle une majorité de projet. Ce n'est pas les alliances entre personnes du même parti, ce n'est pas une discussion dans les couloirs juste après les élections municipales, à partir du 23 mars, c'est dire qu'est-ce qu'on veut pour la métropole, qu'est-ce qu'on veut pour les 28 communes, et sur la base de ce projet commun, on discute avec tout le monde. Et moi, quand j'ai présidé la métropole, je me suis rendu compte que sur certains sujets, je pouvais avoir plus de connivence avec des élus écologistes ou même des élus de droite qu'avec certains élus socialistes. Parce que sur le rapport entre la ville et la métropole, sur la question écologique, sur la question du numérique, sur la question du vieillissement, on se rend compte que ça transcende la simple grille des partis. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être le plus efficace possible, le plus à l'écoute des habitantes et habitants, ce que j'ai pu faire quand je présidais la métropole, je dis avec le pont Chaban-Delmas, avec l'Arena, avec le changement de délégataire sur les transports collectifs, avec la mise en place du BATCUB, avec la multiplication par 2,5 de la production de logements sociaux, avec la mise en place d'une inspection générale, avec la création de Atlantique, avec l'été métropolitain, avec 55 000 hectares pour la nature. Donc je vois bien ce qu'on peut faire, le nouvel âge métropolitain, le meilleur équilibre avec les 28 communes, avec les territoires extérieurs, la transition écologique, la question du vieillissement, la question sociale qui est très présente notamment avec les squats, mais par pitié,
plus de ces négociations politiques qui sont d'un autre temps et dont les Bordelaises et Bordelais ne veulent plus. Si on entend votre analyse, la cogestion, elle a encore du bon temps devant elle. Ça dépend de ce qu'on appelle cogestion. Si la cogestion, c'est de se dire chaque maire a le droit à utiliser la métropole comme un tiroir-caisse, moi je suis contre cela. Et je l'ai montré quand je présidais la métropole. Moi je suis un fervent partisan du suffrage direct pour le président de la métropole, parce que je trouve ça un peu bizarre, démocratiquement, que tous les leviers financiers, administratifs, juridiques soient la métropole et que les gens ne votent pas directement pour les élus métropolitains. En même temps, je suis quelqu'un qui a le sens de la République, j'allais dire, aujourd'hui ce sont les maires qui sont élus, donc il faudra travailler avec eux, mais il faudra qu'eux-mêmes fassent des choix. Est-ce qu'on peut être maire et un vice-président extrêmement investi? Est-ce qu'il faut continuer à avoir 28 vice-présidents, y compris 6 vice-présidents sur une question de mobilité où tout n'est pas totalement articulé? Donc la métropole a une nouvelle responsabilité, de nouvelles compétences, plus de moyens. Il faudra qu'on voit comment on est le plus efficace possible dans la gestion, sans déposséder les maires, mais en étant au service de nos populations. C'est une affaire de troc, la cogestion. Non, je te donne ça, tu me donnes ça. Non, je ne pense pas du tout que ce soit une affaire de troc. Ça l'est devenu, on le voit bien. Il y a certains arbitrages qui sont faits. Pourquoi on a renoncé au tramway sur le pont Chaban au profit du tramway à Saint-Médard-en-Jalles? Donc là, effectivement, on a été dans le troc. Mais à un moment, je pense que c'est surtout une vision, une capacité à emporter les élus, une capacité à faire. Moi, quand je présidais la métropole, j'étais juste maire de Blanquefort, donc je pesais 2 petites voix. À l'époque, il y avait 121 sièges, et en même temps, j'ai réussi à amener le développement de la métropole, à bien gérer avec tous les élus. D'abord Alain Juppé, qui était mon premier vice-président, puis les autres. Et donc, non, c'est surtout pas cette espèce d'échange de troc, c'est d'abord cette vision et ce projet. Le sondage publié il y a quelques semaines vous donne pas du tout favori pour cette élection. Est-ce que vous avez déjà envisagé des alliances avant même le premier tour? Le sondage publié il y a quelques semaines est intéressant puisque personne n'est favori. Il y a plus un axe, semble-t-il, Nicolas Florian-Urmic, et un troisième homme, et vous derrière. Ça semble être... Oui, mais... Je résume, mais ça semble être le cas. Ouais, le troisième homme et moi, on est à 2 points différents. Donc, ça marche bien dans le sondage. Ouais, c'est ça. Donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est la chute de Nicolas Florian. Il était à 45% dans le sondage précédent. Là, il est à 32%. Et il n'a pas de réservoir de voix. Mais j'ai la même approche sur l'élection municipale que sur l'élection métropolitaine. Qu'est-ce qu'on veut faire pour Bordeaux? Donc, alliance, pas alliance, on verra bien. Mais l'entrée, elle n'est pas tactique, elle n'est pas politique. C'est alliance pour faire quoi et avec qui? Nous, on a un projet extrêmement cohérent sur Bordeaux, puis on a une aspiration à oxygéner la politique, à faire venir ce que j'appelle les nouveaux visages de Bordeaux, à faire rentrer dans des responsabilités politiques la société civile. Donc ça, c'est les 2 conditions. Être d'accord sur le projet et oxygéner la vie politique. En plus, au bout de 75 ans de la même équipe, nécessairement, vous avez un quasi-phénomène d'asphyxie, ce qu'on est en train de voir au quotidien. Déjà, Bordeaux m'attire, de manière systématique. Moi, je ne suis pas né à Bordeaux, je suis né en Picardie, j'ai été élevé en Seine-Saint-Denis, et à chaque fois, dans ma carrière politique ou professionnelle, j'ai eu des arbitrages à rendre entre Paris et la métropole bordelaise, entre Blanquefort et Bordeaux, et à chaque fois, la ville de Bordeaux agit comme un aimant sombre. C'est une ville que j'adore, où mes enfants ont été élevés, et je pense pouvoir apporter quelque chose à cette ville. J'ai effectivement été élu en 2001 maire de Blanquefort, un peu à la surprise générale. Pendant un peu plus de 10 ans, on a œuvré pour la ville. Ma première adjointe m'a succédé, a été réélue fortement. C'est toujours intéressant de voir qui succède à qui et comment se passe la succession. Moi, c'est une femme qui m'a succédé, qui a été réélue sans problème, avec la même dynamique de gauche et associative.
après, en 2014, je me suis présenté contre Alain Juppé et j'ai été battu avec une défaite assez sévère. Comment vous l'avez vécu? C'était une claque. Oui, mais en même temps, si on n'aime pas le risque, on ne fait pas de politique. On travaille dans une grande entreprise où on est dans l'administration. Je veux dire, en politique, à un moment, il y a une prise de risque et j'ai l'habitude de prendre mes risques. J'ai pris mes risques quand je me suis présenté à Blanquefort. Il n'y a jamais eu une seule fois un maire de gauche. J'ai pris mes risques quand je me suis présenté contre Alain Juppé. Donc ça fait partie de la vie politique. Je ne dis pas que ça a été agréable, mais ça fait partie de la vie politique. Puis après, j'ai fait le choix de mieux réfléchir sur l'avenir de Bordeaux et de la métropole, de sortir du parti politique avec un collectif citoyen qui s'appelle Bordeaux Métropole des Quartiers, de me réancrer, d'être dans toutes les kermesses d'écoles, dans toutes les associations, dans toutes les rues de Bordeaux pour mieux comprendre ce qui, quelque part, m'avait peut-être échappé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me représente au suffrage des Bordelaises et Bordelais avec une connaissance, je pense, très fine de la ville, puis une bonne appréhension de ce à quoi ils aspirent ou pas, puis aussi une certaine liberté dans les propositions que l'on fait collectivement. Pourquoi vouloir faire ça avec la société civile? Parce que je pense qu'il y a plus de ressources aujourd'hui dans la société civile que dans les partis politiques. Tous les partis politiques, quelque part, se sont un peu atrophiés, on peut le regretter, moi je le regrette. C'est d'abord des machines à investir, à pas investir, c'est plus du tout des outils d'éducation populaire. Et donc nous, ça fait 4 ans qu'on travaille, très sérieusement, en profondeur. Chaque mois, on étudiait une thématique, on s'est ouvert sur les associations, sur la population, on a fait des cogitons de Bordeaux, on a fait des séminaires de Beaulieu, et toujours en mettant à part les querelles de personnes, les ambitions personnelles, et c'est ce qui nous permet d'avoir un projet extrêmement robuste. On voit bien que les autres sont dans les difficultés de négociation, dans les querelles de personnes, avec la démission récente d'un adjoint pilier de l'équipe municipale de Nicolas Florian. Non, nous on est juste dans la proposition et dans le plaisir d'être ensemble. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'après si il devait y avoir un échec? Oui. Quelle sera votre vie? Bon, moi j'ai plusieurs chances. J'ai la chance d'avoir une activité professionnelle à côté qui me comble et qui me satisfait. J'ai la chance d'avoir fait un certain nombre de choses en politique. J'ai la chance d'avoir une famille, des amis et plein de centres d'intérêt. Donc je pourrais passer à autre chose en ayant eu le sentiment d'avoir été utile. Bien sûr une frustration, mais je ne suis pas pieds et mains liés à la politique. Pour moi, c'est pas une ambition professionnelle, c'est une opportunité citoyenne. Vous avez dit beaucoup de choses avec tous les thèmes que l'on a abordés. Qu'est-ce que vous avez oublié de dire et que vous aimeriez dire aux Bordelais? On n'a pas parlé de social et de culture, par exemple, qui sont quand même deux choses absolument fondamentales pour réussir l'assemblage bordelais. On est une ville qui, a priori, est très accueillante, très belle. On a malgré tout 15% des Bordelaises et Bordelais qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc il faut œuvrer pour eux. On a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont à la rue, et donc notre projet est également social. Puis il y a la culture, qui est quelque chose qui me tient à cœur, et Bordeaux s'est beaucoup développé ces dernières années, mais en matière culturelle, on n'a pas forcément la réussite et le rayonnement d'autres grandes villes, d'autres grandes métropoles, ou même de notre propre histoire, puisqu'on continue à avoir la nostalgie de Sigma, des caves où on faisait du rock dans les années 80, des expositions rayonnantes du CAPC, et donc nous, on fera tout ça.